Bonjour à tous. Merci de votre patience. Chers collègues, nous reprenons nos travaux là où nous nous avons laissé en auditionnant à nouveau l'Union indépendante qui nous a indiqué la semaine dernière lors de la table ronde à laquelle certains de ses représentants participaient vouloir compléter ses observations devant la commission. Nous sommes heureux d'accueillir pour la première fois M. Aonzo, c'est comme ça qu'on prononce, président de l'Union indépendante et membre du Conseil économique, social et environnemental, accompagné de M. Chevet que nous avons reçu la semaine dernière. Messieurs, nous sommes à nouveau à votre écoute pendant 45 minutes. Là, je vous propose de limiter les propos liminaires. On a déjà eu l'occasion d'échanger la semaine dernière. Donc, concentrez-vous sur les points que vous souhaitez aborder ce matin, que nous n'aurions pas déjà examinés ensemble. Et puis, on laissera un peu de temps pour l'échange, puisqu'on n'a pas trop eu l'occasion la semaine dernière. Je vous rappelle que notre commission d'enquête sur les révélations des Uber Files poursuit un double objet. D'une part, identifier l'ensemble des actions de lobbying menées par Uber pour pouvoir s'implanter en France, le rôle des décideurs publics de l'époque et émettre des recommandations concernant l'encadrement des relations entre décideurs publics et représentants d'intérêts. Et d'autre part, pour ambition d'évaluer les conséquences économiques, sociales et environnementales du développement du modèle Uber, l'ubérisation, en France, en Europe, et les réponses apportées et à apporter par les décideurs publics en la matière. Je vous rappelle que cette audition est ouverte à la presse, qu'elle est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. Avant de vous laisser la parole, je vous précise enfin que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vais donc vous inviter à lever la main droite et à dire l'un après l'autre « Je le jure » après avoir activé votre micro. Monsieur Chevet. Je le jure. Je le jure. Très bien. Normalement, un serment prêté une semaine avant devrait toujours s'appliquer, en tout cas aux yeux du ciel, mais bon, c'est bien de le refaire. Je vous laisse la parole. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la rapporteure. En effet, déjà merci de nous recevoir à nouveau dans le cadre de cette audition. L'objectif pour nous, puisque nous n'avons pas forcément eu l'occasion lors de la précédente audition, c'est aussi de répondre plus largement aux questions que vous pourriez nous poser. Donc l'objectif, c'est en effet de limiter les propos liminaires. Je reviendrai peut-être pour commencer sur ce qui nous a occupé, nous, en tant qu'association représentant les indépendants, ayant donné lieu ensuite aux questions de représentativité dans le milieu des plateformes de la mobilité. Je reviendrai sur la mission Frouin, en fait, qui pour nous a été, je dirais, un point de départ et un point de désaccord, en fait. Lorsque la mission Frouin a été diligentée, la question était portée sur les indépendants et intermédiaires. Et cette mission a été limitée sur les intermédiaires des mobilités. Pour Union indépendante, dès le début, la question a été, et on l'a rappelé systématiquement à M. Frouin, a été de dire les intermédiaires de plateforme, ce ne sont pas que la mobilité, ce sont tous les secteurs d'activité en France. Alors on pense souvent évidemment aux professions dites du savoir, les graphistes, etc. Mais ça concerne aussi les cuisiniers avec des plateformes comme Brigade. Voilà. Et donc nous, notre volonté lors de cette mission Frouin a été justement de démontrer qu'il y avait une transformation importante dans le milieu du travail, qu'il y avait un grand nombre de travailleurs qui avaient choisi le statut d'indépendant. Ce statut ne s'impose pas de fait et n'est pas imposé de fait à tous les travailleurs intermédiaires. Même si un certain nombre n'ont pas forcément d'autre choix que de passer par l'intermédiation. Mais ça pose un vrai sujet, le sujet du partage de la richesse dont nous avons parlé lors de la dernière audition, tout simplement parce que vous avez un grand nombre d'indépendants qui n'ont pas accès à leurs clients, qui n'ont plus accès à leurs clients, qui se voient dépossédés d'un certain nombre de capacités de négociation à travers leur contrat commercial. Parce que je rappelle, les indépendants sont régis par le Code du commerce et non pas le Code du travail. Et c'est toute la subtilité d'ailleurs pour un certain nombre de ces travailleurs.
voilà peut-être le point sur lequel on voulait insister. Et une fois de plus, Thomas Anzo et moi, on est vraiment à votre disposition pour répondre au maximum de questions. Il me semble que c'est l'objet de cette commission d'enquête. Rien pour le moment, en tout cas. Merci beaucoup. J'aurai quelques questions et puis après je passerai à la rapporteure. Oui, en effet, il me semble que le débat économique et presque philosophique sur ce sujet est en effet de savoir si on considère qu'il y a de fait une présomption de salariat et à ce moment-là il faut requalifier les chauffeurs en salariés, ou si on essaie au contraire, peut-être même partant du même constat, mais qu'il faut se donner les moyens d'en faire des vrais indépendants. Et je pense, si je ne m'abuse, que c'est plutôt la deuxième option que vous essayez de promouvoir. Et donc ça m'intéresserait de voir en fait dans le détail ce qui vous ferait basculer aujourd'hui dans celui de véritable indépendant que vous préconisez. Vous parlez du partage de la valeur, de la richesse. On a parlé ces dernières semaines d'un plus grand contrôle sur le tarif. Ça, je crois que c'était un sujet qui est revenu à de nombreuses reprises. Là, vous parlez de un plus grand contrôle sur le choix des clients et la possibilité peut-être de faire un suivi auprès des clients. Donc, moi, j'aimerais vous poser deux questions qui sont liées. La première, c'est est-ce que vous pouvez nous faire donc, la liste en fait de vos revendications sur ces différents points. Et puis, parlant du dialogue social en cours à la Harpe, on a parlé la semaine dernière du tarif minimum qui a été décidé. Donc déjà, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Et s'il y a d'autres chantiers en ce moment dans les négociations à la Harpe sur les sujets qu'on évoque en ce moment même, qui pourraient vous, je ne sais pas si vous donner satisfaction, en tout cas vous semblez aller dans la bonne direction pour pouvoir renforcer ce statut d'indépendant. Je commence et Thomas Anzo complétera. En effet, Union Indépendant porte l'idée, parce que nous sommes mandatés par nos adhérents pour le faire, porte l'idée que les travailleurs intermédiaires sont des indépendants et ont fait le choix de ce statut. Alors, je voudrais quand même préciser et mettre une petite nuance, si je peux. En effet, lorsque l'on parle des intermédiaires de la mobilité, on parle à la fois des livreurs à vélo et des VTC. Je commencerai par les livreurs à vélo. Lors de la dernière audition, mes collègues VTC sont revenus longuement sur l'histoire et sur le statut des VTC qui a démarré avant les plateformes d'intermédiation. Pour les livreurs à vélo, c'est une autre chose. D'ailleurs, la dernière étude de l'IGAS, me semble-t-il, a indiqué que un certain nombre, je crois de mémoire, alors les chiffres ne sont pas tout à fait les mêmes en fonction de l'IGAS, de nos propres études, etc., mais ils sont entre 50 et 60% à être des travailleurs pauvres ayant fait le choix, le choix entre guillemets, ayant fait le choix parce que justement travailleurs pauvres, de recourir à ce mode d'activité pour venir compléter des rémunérations qui sont trop faibles pour pouvoir vivre décemment. Et donc, le statut d'indépendant dans ce cadre-là est un choix par défaut, puisqu'ils ne pourraient pas être salariés, puisqu'ils sont déjà salariés par ailleurs, salariés et travailleurs pauvres, que ce statut d'indépendant leur permet d'avoir une souplesse de connexion et de pouvoir se connecter au moment où ils sont disponibles, soit parce qu'ils ne sont pas dans le cadre de leur activité professionnelle, soit parce que, d'un point de vue d'organisation personnelle, c'est le moment où ils peuvent le faire. Donc, les livreurs à vélo, pour nous, ne sont pas... on ne peut pas considérer ça comme un métier, mais plus comme une activité complémentaire, et ce n'est pas vraiment un choix pour une grande majorité. Ce statut leur permet de pouvoir faire cette activité. Il y a d'autres sujets sur ce statut-là et sur la question des livreurs qui mériteraient d'ailleurs d'être portés, notamment sur la circulaire Valls qui pourrait permettre une intégration plus large d'un certain nombre de travailleurs.
sur les VTC, c'est plus un choix et c'est une vraie activité, c'est un vrai métier. D'un côté, ce sont des livreurs de hamburgers, de l'autre côté, ce sont des professionnels de la route qui prennent en charge des clients. Donc, je pense que c'est important en fait de revenir là-dessus parce que ça fonde derrière les revendications que nous pouvons porter, notamment par rapport au statut. La question ensuite, c'est comment est-ce qu'on en fait des vrais indépendants, c'est-à-dire comment est-ce qu'on leur permet d'avoir un choix sur leurs clients. Or, on l'a vu la semaine dernière, dès l'instant où vous passez par une plateforme, mais c'est la même chose pour les professionnels du tourisme, dès l'instant où vous faites appel à une plateforme, vous êtes totalement déconnecté de votre client. D'ailleurs, ce ne sont pas vraiment vos clients. Ceux qui connaissent les usages de vos clients, c'est les plateformes, mais ce n'est pas vous, le VTC. Et ça, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que si moi, comme client, je fais appel à une plateforme de VTC, c'est parce que je sais qu'il va y avoir des chauffeurs professionnels qui vont me prendre en charge là où je veux, à l'heure où je veux, etc. Mais au final, c'est bien Uber ou autre qui va connaître mes usages, mes habitudes, et qui va pouvoir me pousser un certain nombre de promotions ou de tarifications particulières. Et ce n'est donc plus le professionnel de la route qui est en mesure de pouvoir porter une tarification particulière, c'est bien l'application qui va porter cette tarification. Et donc là, dans un cadre d'un contrat commercial entre tiers, vous voyez bien que le VTC n'a plus moyen d'avoir un poids suffisant pour pouvoir contractualiser et qu'il devient dépendant de cette plateforme sans avoir un vrai partage de la richesse puisqu'il n'est payé que pour la course et pas pour le reste. Je te laisse compléter peut-être. Pour compléter la question des critères qui feraient un vrai indépendant, je vais compléter ce qu'a dit Stéphane là-dessus. On est sur une question déjà, c'est est-ce que je suis en capacité d'avoir suffisamment d'argent à chaque prestation pour pouvoir me projeter. La question de l'argent, et j'y reviendrai après sur la question de nos revendications d'un côté et de l'état actuel des négociations sur les deux secteurs VTC et livreurs, c'est vraiment le nerf de la guerre. Parce que derrière, on va permettre à un indépendant de se projeter sur deux éléments. Sur la pérennité de son activité, d'un côté, et sur sa protection sociale. Et ça, c'est une autre grande thématique sur laquelle on est en train de travailler, au travers des négociations sectorielles, d'une part, mais sur un travail que nous, on entreprend sur la question des droits sociaux des indépendants actuellement. Ces critères, pour pouvoir se projeter, en effet, il y a la question de la base cliente, et pour donner un exemple, pour compléter ce que disait Stéphane, aujourd'hui, moi, je suis freelance sur des plateformes comme Malte. Ma relation, c'est à moi de la faire et de la travailler directement avec les personnes qui vont rentrer en contact avec moi. C'est moi qui viens proposer ma prestation et je suis en compétition avec d'autres prestataires. Je viens proposer un site internet, à moi d'évaluer correctement le besoin de mon client et de faire en sorte de proposer une tarification, une prestation qui correspond au mieux. Sur les plateformes d'intermédiation, on est sur une logique, et même pour les VTC, les livreurs, on est sur une logique qui est drastiquement différente. On va être sur une logique de mise en relation directe, où à la fin, quand j'ai pris une course VTC, et on peut le voir sur le relevé de facture, la personne en face qui est facturée, c'est le VTC. Et le VTC paye des frais de service auprès de la plateforme Uber pour la mise en relation. Dans ce cadre-là, puisqu'il exerce une activité de VTC et que c'est du service à la personne, le VTC peut très bien développer, et ça ce n'est pas interdit justement par les plateformes, distribuer ses cartes aux personnes qui le souhaitent pour pouvoir créer sa clientèle privée. Aujourd'hui, pour un livreur, et pour le secteur livreur coursier, on est sur une situation qui est beaucoup plus problématique parce que le métier plus récent que le secteur VTC, et le métier, en tout cas, j'en fais l'analyse comme ça, n'est pas encore arrivé à un stade de maturité professionnelle. On a un secteur économique et d'activité qui est encore au début, parce qu'on voit encore, je vous donne l'exemple, on a aujourd'hui la livraison de repas qui est en train de se développer, mais on a de plus en plus de la livraison B2B, donc entreprise à entreprise, avec des coursiers indépendants qui commencent à se développer. On a des entreprises dans le médical qui commencent à arriver à faire de la livraison. Et donc tout ça, ça ouvre des perspectives économiques et professionnelles pour des livreurs indépendants, qui ont aussi cet intérêt à voir l'activité professionnelle se pérenniser. Mais tout ça, évidemment, ça passe aussi par la question de, déjà, est-ce que
quand je fais mes premières activités de prestation sur les plateformes existantes, je peux me projeter pour payer ma cotisation sociale, ma protection assurance professionnelle en tant que livreur, et me projeter dans la vie pour payer mes frais en tant que personne chargée de famille, etc. Ça, c'est pour l'ensemble des éléments de critères. Je ne sais pas si tu... Non, ok. Pour ensuite passer un peu à ces questions de revendication qui sont en lien là-dessus. Aujourd'hui, de manière générale, on a abordé la question de la circulaire Valls. Nous, une problématique qu'on a vis-à-vis de ces indépendants, c'est qu'aujourd'hui, ce sont des entrepreneurs qui, auprès de l'administration, auprès de différents services, soit administratifs, soit des services bancaires, services de logement, ne peuvent pas justifier d'une fiche de paye parce qu'ils ne sont pas salariés. Ils sont en statut de micro-entreprise, et donc du coup, ils ont des relevés de chiffre d'affaires qui sont donnés et des attestations de cotisation auprès de l'URSSAF. Donc l'ensemble de ces micro-entrepreneurs, qu'ils soient livreurs coursiers ou VTC, ou même moi-même freelance en informatique, on paye des cotisations sociales, et on a une attestation de vigilance qui justifie qu'on a bien payé. Ces documents sont encore très peu pris en compte aujourd'hui, et on se retrouve avec des problématiques de différence d'accès aux droits entre indépendants en statut de micro-entreprise vis-à-vis d'autres travailleurs aujourd'hui dans la société. Et ça, c'est un des freins aussi sur cette question de non-pérennisation de ces activités dans ces deux secteurs en particulier, parce qu'actuellement, en tout cas nous, Union Indépendants, on a travaillé ces derniers mois sur des questions de déconnexion massive et de travailleurs qui, pendant la crise Covid, travailleurs issus de l'immigration sans papier, qui ont pu travailler en tant que travailleurs sur ces plateformes-là et qui se sont fait déconnecter. Manu Militari, il y a à partir de août de l'année dernière, alors qu'ils avaient contribué, travaillé pendant plusieurs années, notamment pendant la crise Covid, qui ont pris les risques à pouvoir nous livrer, etc. Et nous, ce qu'on travaille là-dessus, c'est ces personnes ont pu travailler et en fait, elles pourraient justifier aujourd'hui auprès des services pour demander un titre de séjour de pouvoir utiliser leur attestation de chiffre d'affaires ou leurs documents, mais ce n'est pas encore pris en compte aujourd'hui. Et en fait, c'est tous ces éléments qui font que dans cette activité d'indépendant, en tout cas en particulier pour ces secteurs, on est sur plein de petits freins d'accès aux droits. Donc c'est une de nos revendications. L'autre revendication qu'on porte aussi, c'est la question de la tarification. Et là, ça me permet de faire le pont avec votre dernière question sur l'état actuel des négociations qu'on a au niveau de l'ARP. Donc, on a les négociations qui sont séparées vraiment en deux parties. On a la partie VTC et la partie livreur. Concernant le secteur VTC, il y a un accord qui a été signé il y a à peu près un mois pour proposer un tarif minimum. Union Indépendante, nous, on n'a pas souhaité le signer. On a estimé que la tarification proposée de 7,65 € était insuffisante parce qu'elle était en deçà de tout ce que les plateformes proposaient de base. Donc on se disait, en fait, ça ne sert strictement à rien pour les VTC. Ils diront, ça ne changera rien à ma vie. Et on a bien fait parce qu'on s'est retrouvé à une situation où, dans la presse, une semaine après, nous avons une intervention des entreprises qui est représentée autour de la table des plateformes, donc en phase 1 pour les VTC, qui est le CAB, qui a fait une annonce un petit peu... qui a marqué sur le fait de proposer une tarification minimum à 10 € et proposer une garantie de 35 € par heure pour des VTC. Donc on a vu que ça se tire encore un peu la bourre dans ces plateformes de négociation sur la partie VTC. Nous, ce qu'on souhaite derrière, c'est la question de la tarification minimum, mais qu'on puisse aussi poser la question de la tarification eurokilométrique, donc en fonction de la distance et du temps, pleinement, pour qu'un VTC puisse, dans ce cadre-là, avoir un cadre de prospective saine dans son activité, qu'il puisse se dire, voilà, j'ai un revenu suffisant pour investir à terme sur mon nouveau véhicule, si je veux passer sur un véhicule green, si je veux pouvoir payer mes cotisations sociales correctement, si je veux me projeter dans le développement de mon activité, ou si justement je veux stabiliser et avoir une espèce de garantie. Ça, c'est le premier élément. Aujourd'hui, sur la négociation livreur, normalement, d'ici la semaine prochaine ou la semaine d'après, un premier accord va être proposé à signature, notamment sur une question de tarification minimum. Je n'ai pas les éléments plus en tête parce qu'on est encore en train de les travailler, mais d'ici 1 semaine à 2 semaines, un accord sur le secteur VTC, sur le secteur livreur, va arriver sur une première tarification minimum. Dans ce cadre-là, nous, on porte exactement la même chose. Dans ce cadre de ce dialogue sectoriel, poser la question de la tarification minimum, mais également de la tarification eurokilométrique pour les livreurs, la prise en considération du travail de ces livreurs pour qu'ils puissent également avoir une meilleure prospective en termes de développement économique pour leur activité. Et voilà. Allez-y.
donc la prise en considération du travail de ces livreurs, donc ça revient à votre point précédent où vous dites qu'il n'y a pas le même niveau de prise en compte. Vous avez mentionné donc la question des papiers, de la régularisation. Déjà, est-ce que vous pouvez nous dire, parce que je pense qu'il faudra vraiment qu'on creuse un petit peu plus là-dessus dans le cadre de la commission d'enquête, quel degré de conscience, selon vous, les plateformes ont aujourd'hui de continuer à embaucher des sans-papiers? Et est-ce que vous pouvez nous expliquer d'ailleurs le processus, comment ça fonctionne? Est-ce que ce sont des gens qui travaillent sous alias, etc. Et est-ce qu'à part cette question de la régularisation, quand vous parlez d'une meilleure prise en compte, quels sont les autres critères auxquels vous faites référence? Alors, concernant cette situation, les plateformes ont signé l'année dernière une charte d'engagement sur la question pour cesser le travail non déclaré et donc du coup l'embauche de travailleurs sans papier. En fait, jusque-là, qu'est-ce qui se passait? On a beaucoup de personnes issues de l'immigration qui passaient par l'Italie pour pouvoir rentrer sur le continent européen. Lors de leur arrivée en Italie, on leur remettait une carte d'identité un peu particulière qui ressemble vraiment beaucoup à la carte d'identité italienne que les citoyens italiens ont. Le seul élément qui est différent, c'est une petite mention de ces cartes, là je parle vraiment de la carte officielle, non valide pour l'export. Donc cette carte, elle permet d'avoir une identité donnée, mais elle n'est pas valide pour l'export, et en fait, elle n'était pas censée, de fait, en France, être utilisable pour pouvoir justifier la possibilité d'exercer une activité en France. Les plateformes, jusque-là, parce qu'ils vont envoyer, évidemment, entre guillemets, de la main-d'œuvre assez intéressante, ont pu en profiter, et donc du coup, ont permis justement à ces personnes de travailler, ce qui est dans un cadre de pouvoir d'émancipation par le travail, qui est quelque chose qu'on peut saluer. Avec la signature de cette charte, des contrôles ont été mis en place, et en fait, ces personnes qui avaient utilisé ces cartes-là pendant 1 an et demi, 2 ans, et là je parle vraiment des vraies cartes, pas des fausses cartes qui ont été achetées, qui se font passer par ces cartes-là, je parle vraiment de ces vraies cartes. Ces personnes-là se sont fait déconnecter de ces plateformes du jour au lendemain sans médiation. Donc ça, c'est un autre élément qu'on est en train de porter aujourd'hui sur la table des négociations, qu'on puisse avoir médiation avec des représentants des organisations syndicales, représenter des indépendants. Ils se sont fait déconnecter du jour au lendemain en mode écoutez, votre carte, en fait, on se rend compte après 2 ans qu'elle n'est pas bonne, vous n'avez pas le droit de bosser, bisous, au revoir. Et c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Voilà, pas bisous. C'est vraiment comme ça que ça s'est passé avec ces personnes qui, du jour au lendemain, se sont retrouvées déconnectées. Et c'est des personnes qui avaient commencé, du coup, depuis 1 an et demi, à avoir une activité, à avoir leur famille, des enfants qui sont scolarisés, des enfants qui vont à la cantine, donc il faut payer la cantine, et qui, du jour au lendemain, se sont retrouvés dans cette situation. Ouais, vas-y. Je voudrais juste préciser quelque chose, c'est que notre association n'est pas une organisation politique, c'est-à-dire que évidemment, nous n'avons pas envie de recréer des sardineries du 19e siècle et que notre objectif n'est pas de pousser un modèle social ou sociétal en tout cas, mais d'accompagner ces travailleurs-là. Et je pense que c'est important de l'avoir en tête, c'est-à-dire que nous, notre objectif, c'est d'accompagner, de faire reconnaître ces personnes-là, de leur permettre de rentrer dans une phase d'émancipation et de droit et de pouvoir faire reconnaître leur situation auprès de l'administration. Et n'est pas de pousser le modèle pour faire en sorte que ce soit une sorte de machine à recycler des personnes immigrées, etc. Donc nous, notre objectif, c'est bien de les accompagner, de les émanciper et de les aider dans cette démarche. Et donc derrière, d'où l'importance de la circulaire Valls, derrière de leur permettre d'avoir un métier et une condition de salarié ou d'indépendant, mais qui leur permettent de vivre dignement de leur travail. Oui, je crois qu'il y a eu une énorme hypocrisie parce que ces livreurs en situation administrative irrégulière qui se mettaient à travailler pour différentes plateformes. Les plateformes savaient pertinemment qu'à un moment donné, il y avait des différences d'identité, de photos entre la carte italienne et leurs propres documents, et s'en a commandé fort bien pendant tout le confinement. Il y avait aussi, pendant tout le confinement, tout le monde savait pertinemment quel était le type de livreur qui venait livrer, et qu'on n'était pas sur du job étudiant, par exemple, tel qu'on nous avait vendu les premiers livreurs
au début de la livraison de repas à domicile. Que la police républicaine ne contrôlait pas aussi pendant le confinement ces livreurs, certainement en se disant, bon, la situation est déjà bien compliquée, on ne va pas en rajouter. Donc, il y avait quelque part un accord tacite de tout le monde. Et puis, une fois que cette charte d'engagement des plateformes a été signée, eh bien, une déconnexion en masse, comme vous le dites. Sachant quand même que les premières grèves ont eu lieu pendant le premier confinement, hein, je pense, chez Frischti. Après, je crois que c'est sur Uber Eats que ça a eu lieu. Bon, moi, j'ai pu assister et soutenir des manifestations où il y avait plus de 1000 livreurs. Hein, donc, on est vraiment sur une mobilisation massive, surtout quand on sait que tous ne viennent pas à chaque rendez-vous, mais quand vous avez donc des manifestations de 1000 livreurs, c'est important. Ce que je pense qu'il y a une vraie réflexion à avoir, parce que soit on arrive à modifier la circulaire Valls pour que la circulaire Valls prenne en compte finalement la nature de la relation commerciale dans un premier temps du livreur avec la plateforme, et qu'à ce titre on obtient une régularisation par le travail, mais due à reconnue par cette relation commerciale, ce qui permettrait déjà du coup un accès aux droits et qui permettrait de casser le dumping social que cela constitue, hein, l'exploitation d'une main-d'œuvre sans droit. Soit il y a une requalification en salarié de l'ensemble de ces livreurs, et au titre du salariat, ils deviennent à ce moment-là éligibles sur la circulaire Valls. La difficulté, c'est que là, la prochaine loi Asile-Immigration va devoir trancher ces sujets-là. Parce que soit elle intègre la circulaire Valls et la supprime de fait, mais en l'intégrant dans la loi, mais en la restreignant, c'est-à-dire en restreignant la régularisation par le travail aux métiers en tension, et auquel cas, est-ce que la livraison va être considérée comme un métier en tension? Dans sa définition actuelle, pas sûr. Et à ce moment-là, on se retrouverait dans une situation où un des articles actuels de la loi Asile-Immigration, qui finalement interdit toute création de statut d'auto-entrepreneur aux personnes administratives irrégulières, laisse plutôt entendre qu'on empêche pas simplement les plateformes, ce qui en soi est une bonne chose d'empêcher l'exploitation et le travail dissimulé, mais on empêche les personnes administratives irrégulières d'essayer de s'en sortir légalement, voilà, en essayant de vivre de leur travail par se créer un statut auto-entrepreneur. Et à ce moment-là, on les plonge dans une situation de précarité absolue. Voilà, donc on est vraiment à ce niveau-là du débat, et donc je pense qu'il y a vraiment un enjeu de se dire, il y a aussi une reconnaissance nécessaire. Je veux dire, pendant 2 ans, ils ont pris tous les risques. Pendant 2 ans, ils se sont exposés pour livrer pas simplement les particuliers, mais aussi les hôpitaux, mais aussi plein de secteurs qui étaient en première ligne. À mon avis, la collectivité leur doit de leur permettre d'intégrer une régularisation administrative du fait du travail qui, lui, n'est pas contestable. Donc, j'aimerais bien avoir votre débat sur cette loi Asile-Immigration là-dessus. Je voudrais aussi réagir sur... Enfin, pas réagir, vous poser une question en tant qu'Union des indépendants. Est-ce que vous êtes amené, du coup, à travailler avec d'autres travailleuses et travailleurs qui sont en situation de travail intermédiaire, autres que VTC et livreurs? Vous avez parlé des graphistes, vous avez parlé des cuisiniers, vous avez fait allusion à la plateforme Brigade. On sait qu'il y a plein de métiers en ce moment qui sont l'objet de l'ubérisation. Je pense par exemple les guides conférenciers qui subissent la concurrence déloyale de plateformes de tourisme, de guides qui n'ont pas du tout les mêmes obligations de métier. Je pense à des aides à domicile, je pense à des agents de nettoyage. Enfin voilà, il y a une étendue extrêmement importante. Donc j'aimerais que vous nous en parliez. Aussi, troisième chose, je pense qu'il n'y a pas forcément un débat entre salariat ou indépendant, dans le sens où ça n'est pas forcément enfin, ça ne saurait se résoudre à un débat. C'est qu'il peut y avoir des situations qui, là, manifestement montrent des rapports de subordination, ou bien des situations où, manifestement, on est dans les conditions de respect de l'indépendance. Je dirais concrètement, un médecin qui utilise la plateforme Doctolib reste totalement indépendant. Enfin, je veux dire, ça n'est pas la plateforme Doctolib qui dicte ni son tarif, ni sa clientèle, entre guillemets, je n'aime pas le terme de clientèle, mais c'est ses usagers, étant donné que... enfin voilà, c'est vraiment, pour l'instant, on est avec Doctolib simplement dans une mise en relation. Donc, les critères que vous dites
me semble très intéressant sur le statut de vrai indépendant, partage de la valeur ajoutée, contrôle des tarifs, suivi clientèle, donc la capacité voilà, d'avoir sa propre clientèle et de ne pas être coincé dans une signature commerciale qui l'interdit, ce qui, je crois, est le cas sur les plateformes VTC, non? Il n'y a pas de... Bon. Mais sauf que se pose la question pas simplement de la valeur ajoutée, mais le partage des données. Parce que lorsque vous évoquez Uber va connaître ses usagers, leurs habitudes, alors que le VTC ne peut pas le connaître. Et donc c'est l'application qui a la main sur le choix des tarifications, sur les sollicitations publicitaires promotionnelles, se pose la question du contrôle des données. De quel contrôle des données du travailleur et quel accès le travailleur a des données clientèle, sans parler bien sûr des cadres légaux pas toujours respectés, loin de là, sur les données clientèle. Mais je pense que cette question des données est importante. J'aurais, excusez-moi si je suis un peu longue, aussi aimé avoir votre avis sur les questions de fiscalité aujourd'hui concernant ces indépendants, notamment les VTC, puisque eux payent la TVA, y compris sur la commission que prennent les plateformes. Qu'en est-il par ailleurs pour d'autres travailleurs indépendants sur ces questions de fiscalité? Alors, vous avez raison de préciser en fait les choses sur la présomption de salariat. Nous, il ne nous revient pas d'interpréter la loi, mais de connaître la loi, et la loi est relativement claire. D'ailleurs, les travaux qui ont lieu actuellement au niveau du Parlement européen vont venir aussi préciser un certain nombre de choses. Pourquoi? Parce que nous sommes clairement dans une forme de disruption, transformation, je ne sais pas quel est le terme, ça dépend où on se situe d'ailleurs, du modèle du travail. Aujourd'hui, en tout cas, ce qui est certain, c'est que pour les populations, j'allais dire, les moins employables, la question de la protection via le statut de salarié est indéniable. Quand vous êtes une profession du savoir, que vous vendez votre prestation dans le domaine de je sais pas moi, de la sécurité digitale, etc. Enfin voilà, vous avez une capacité à pouvoir négocier sur un marché qui est en plus en tension, et donc là vous avez une capacité de pouvoir négocier un tarif et clairement de bien gagner votre vie. Quand vous êtes un livreur à vélo dans une situation sociale précaire, évidemment, là, vous n'avez aucun moyen de négocier quoi que ce soit. Et donc, je pense qu'au-delà, pour moi, de la question du statut entre indépendants et salariés, on devrait se poser la question du marché dans lequel s'opère cette intermédiation. Quand vous êtes une profession du savoir et que vous allez recourir à une plateforme d'intermédiation, ce n'est pas la même chose que lorsque vous êtes livreur de hamburgers ou de toute façon, voilà, vous n'avez pas le choix. Donc, sur la question du statut, c'est pour moi, en tout cas, enfin pour nous, en tout cas, beaucoup plus une question du marché et qu'une question du statut. Les deux sont imbriqués, évidemment. Vous avez un certain nombre d'ailleurs de plateformes qui existent, y compris sur les livreurs. Je suis désolé, on fait une digression par rapport au VTC, mais tout ça est un tout. Vous avez des plateformes qui aujourd'hui sont socialement responsables. Vous avez une association d'étudiants, par exemple, MEMUP, qui a un MEMUP, MEM, UP, voilà, qui est adhérent d'ailleurs de Union, où vous avez un tarif minimum, etc. Et vous avez un certain nombre d'engagements. Et là, on est bien sur un job d'étudiant, c'est-à-dire c'est pas un métier. Et ce que je précisais tout à l'heure en propos liminaire, c'est que la question du livreur à vélo, si c'est un métier, ça veut dire que le modèle économique actuel n'est pas soutenable. Aujourd'hui, vous avez des professionnels du vélo. Un facteur, par exemple, à la Poste, est un professionnel du vélo, par exemple. Mais derrière, vous avez toute une organisation, toute une structure qui permet de faire en sorte que le modèle reste soutenable, pas tout à fait rentable encore,
sans en tout cas l'aide de l'État sur les missions de service public. Mais voilà, aujourd'hui, le modèle économique de ces entreprises Uber et autres n'est pas rentable. Je parle du modèle économique de la livraison. Et donc, qu'est-ce qui fait que c'est rentable quand même? Enfin, je veux dire, Uber, c'est pas l'abbé Pierre, quoi. Donc, il y a quand même un truc quelque part. Il y a quand même un moment, il y a quelque chose qui fait que c'est rentable. Si vous êtes uniquement sur la livraison du hamburger, je vais rester là-dessus. Vous avez aujourd'hui des entreprises coopératives qui existent, qui font en sorte que le modèle de livraison du hamburger est rentable. Mais le hamburger, il est à 16 €. Il n'est pas à 6. Et donc, pourquoi est-ce que c'est rentable? Et j'en viens à une question que vous posiez tout à l'heure. C'est la question de la data. Et ça, c'est un vrai sujet, à mon avis, qui doit être creusé et porté par le législateur. Nous, on n'a pas accès à ce qui fait cette richesse de la data. Mais quand vous êtes un utilisateur de Deliveroo, pour changer un peu la marque, que vous avez l'habitude de commander une pizza les soirs de foot et que vous recevez des offres promotionnelles bizarrement lors des matchs de coupe pour des pizzas. Ils ne sont pas dans votre salon. Et donc derrière, il y a bien une gestion de la data, et heureusement. Et donc ça veut dire que cette data, elle est valorisée. Or, si elle est valorisée, ça veut dire qu'on génère de la donnée. Si on génère de la donnée, c'est bien parce que, in fine, vous avez quelqu'un qui va sonner à votre porte pour vous livrer cette pizza. Et donc, moi je pense qu'il y a un vrai sujet de fond à traiter, qui est le partage de la richesse. On en parle pour les salariés, on n'en parle jamais pour les indépendants. Pour les salariés, c'est d'ailleurs un débat qui a eu lieu. Voilà. Et donc ça, ce sujet-là, c'est vraiment un sujet, à mon avis, qu'il faut approfondir, sur lesquels nous, en tout cas, on ne lâche rien et sur lesquels nous interpellons systématiquement les représentants des plateformes, parce que là, ce ne sont pas juste des intermédiaires de mise en relation. Ce que Thomas vous expliquait tout à l'heure, c'est que sur un certain nombre d'indépendants, je prends les graphistes, vous allez utiliser une plateforme pour aller déposer des propositions contractuelles, des propositions pour choper des clients, etc. Mais c'est une intermédiation qui n'est que sur la mise en relation. Là, vous avez des intermédiations qui visent l'intégralité de l'action commerciale, du début à la fin, y compris en fixant les prix, etc. etc. Et c'est donc là-dessus, à mon avis, qu'il faut travailler. Donc ça, c'est un vrai sujet de fond. Sur le sujet de la fiscalité, pour revenir au VTC, je laisserai Thomas compléter mes propos, mais sur le sujet de la fiscalité, nous avions beaucoup travaillé avec le ministre Griset, notamment sur la question de la TICPE, qui est une vraie question, qui, à notre sens, est une question de distorsion de la concurrence en défaveur des VTC. Les taxis ont le droit à TICPE, les VTC n'ont pas droit. Et donc, on a eu plusieurs rencontres avec les équipes du ministre Griset, avec une écoute très sympathique, mais on a bien vu que ça ne servait pas à grand-chose, ce qu'on faisait. Parce qu'au final, nous n'avons pas de poids suffisant pour pouvoir mettre ce sujet sur la table. Et c'est d'ailleurs pour cela que tout le sujet du dialogue sectoriel est extrêmement important. C'est le seul outil que nous avons aujourd'hui, c'est ce dialogue sectoriel. On en a un tout petit peu parlé lors de la dernière audition. C'est pour nous le seul, unique outil qui nous permet de peser et d'avoir un poids. À partir de 30% de signataires, un accord peut être réputé comme étant valide.
Et donc, c'est le seul endroit, le seul outil que nous avons, nous, aujourd'hui, à notre disposition pour pouvoir peser vis-à-vis des plateformes. Et donc, c'est extrêmement important pour nous. Alors, sauf évidemment si le législateur veut nous donner d'autres outils, et là, on prend. Je vais compléter les propos de Stéphane, moi, notamment sur 2 éléments. Vous avez posé la question sur le projet de loi Asile-Immigration, justement. Donc, comme vous l'avez compris, ce qu'on vous a présenté, nous, notre question, en tout cas, chez Union Indépendant, elle se porte autour de la question de la circulaire Valls. Le deuxième élément qu'on a à côté de ça, c'est au travers, non pas que ça soit la seule solution, une des autres pistes qu'on envisage, c'est de porter la question autour du passeport. Alors, j'ai du mal avec le terme, mais le fameux passeport talent, excusez-moi, le fameux passeport talent sur tout ce qui va être création d'entreprise, statut d'entrepreneur, où on pense que ça peut être un créneau assez intéressant pour, d'une part, valoriser et reconnaître pour les travailleurs aujourd'hui qui sont en attente d'une régularisation, alors qu'ils ont exercé une activité économique en France, qu'ils ont payé des cotisations sociales, qui sont participés à la vie, qui puissent justement dans ce cadre-là avoir une reconnaissance, mais aussi pour encadrer et accompagner les personnes issues de l'immigration qui souhaitent justement s'impliquer dans un format d'accompagnement justement au travers de ça. Donc ça, c'est nous le travail qu'on va avoir sur la question asile-immigration. Concernant la question de l'intermédiation vis-à-vis d'autres plateformes. Donc, nous, c'est ce qu'on avait porté lors de la mission Froin, c'est qu'on disait il n'y a pas que les questions autour des mobilités. Aujourd'hui, le secteur, en tout cas, je pense emblématique, où il y a ces questions à se poser, c'est la web création. Aujourd'hui, donc, on a toute une nouvelle économie qui s'est développée. YouTube, Twitch, TikTok, Instagram, tout ce qui est création de contenu, de vidéos qui sont monétisés. Donc on a des modèles économiques de rémunération en fonction de la publicité. Je vous donne un exemple. Sur YouTube, YouTube affiche des publicités devant les vidéos des créateurs de contenu, que ce soit les formats short ou les formats de vidéos longues, et va rémunérer en fonction du nombre de vues ou du nombre de clics ces personnes. Sur Twitch, ça va être exactement la même chose. Les personnes s'abonnent, d'une part, à une chaîne pour pouvoir participer financièrement, mais des publicités sont aussi passées. Aujourd'hui, il n'y a pas de dialogue sectoriel sur le fonctionnement de la tarification sur ces questions-là. Et donc, du coup, quand Twitch, quand YouTube, ou même quand TikTok décide d'un modèle économique de rémunération pour des créateurs de contenu en disant « Demain, vos 1000 vues, c'est 30 centimes au lieu d'1,50 €, bah, aujourd'hui, c'est ce qui est fait, au même titre que c'est ce qui était fait par Uber et Deliveroo par le passé, quand ils souhaitaient modifier leurs conditions tarifaires. Sauf que comme on n'avait pas de dialogue sectoriel, il est impossible de justement remonter et d'avoir une vraie discussion avec ces éléments-là. C'était vraiment au bon vouloir. Donc, on a le secteur de la web création aujourd'hui, qui est un secteur emblématique sur ces questions-là, parce qu'on a énormément de créateurs de contenu, et avec des échelles de volumes économiques qui sont très différents entre le petit créateur, pardonnez-moi le terme, c'est pas pour les dénigrer, mais le petit créateur qui va avoir 500 000, 1500 abonnés et qui va exercer cette activité en tant que slasher, donc à côté d'un salariat qui lui permet d'avoir une petite activité économique à côté, ou alors un gros créateur de contenu qui a aussi besoin de se projeter. Et si demain YouTube décide de diviser par deux la rémunération publicitaire, bah, c'est des personnes qui va, s'il a créé une activité économique suffisante, c'est des personnes qui va devoir peut-être virer, c'est des changements de projet, etc. Il n'y a pas de négociation aujourd'hui sectorielle sur cette question. Il y a aussi d'autres secteurs. Tout ce qui est le service à la personne qui est en train de se développer avec l'intermédiation par l'auto-entrepreneuriat. Donc on a des plateformes comme Extracadabra, Brigade, qui sont en train de se développer aussi, qui sont des plateformes où on a de plus en plus recours. Là-dessus, donc, on a moins, malheureusement, je ne pourrais pas aller plus dans le détail sur ces éléments-là, mais on a d'autres secteurs qui sont en train de s'uberiser, entre guillemets. L'idée de fond qu'on veut porter, nous, qu'on portait avec la question de la mission France, c'est il faut surveiller le développement de ces secteurs et faire en sorte que dès le moment, et le plus tôt possible, où on a besoin d'avoir une structuration sectorielle sur du revendicatif, qu'on le fasse. Nous, c'est une des critiques qu'on peut avoir là-dessus. C'est, on estime, de notre point de vue, et ça revient un peu à la question de la commission d'enquête, on a porté le message depuis plusieurs années sur la nécessité d'un dialogue sectoriel également pour les indépendants, en nous-mêmes créant une organisation représentative des indépendants, pour pouvoir avoir un dialogue sectoriel
et ce qui a mis du temps à arriver, en permettant peut-être le développement uniquement économique des plateformes et l'arrivée sur le territoire. Nous, ce qu'on souhaite derrière, c'est dire, en fait, on a des travailleurs de l'autre côté qui sont indépendants, essayons de les écouter, prenant en considération dans le cadre de ces plateformes quand il y a des questions de tarification. Voilà. Et pour la question de la fiscalité, Stéphane a répondu. Voilà. Monsieur Zginski. Merci, Monsieur le Président, Madame la rapporteure. Merci beaucoup pour votre intervention. Bon, moi, je suis venu dans cette commission d'enquête pour essayer de comprendre comment ça fonctionne et comment on peut améliorer tout ça. Première question, enfin, peut-être je vous pose une série de questions et puis vous y répondrez après. Au niveau du choix du statut, enfin, le choix, entre guillemets, hein, j'ai bien compris tout ça. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les gens, au moment du choix, ont bien dans la tête la différence entre le code du commerce et le code du travail. Ça, c'était ma première question. Je vous écoute parler là depuis un certain moment, et notamment sur la dernière partie de votre intervention, finalement, on se demande si la vision de l'Union indépendant, est-ce que la vision, donc, où est-ce que voulez-vous projeter de manière ultime? Est-ce que c'est d'aller vers des contrats salariés uniquement? Est-ce que le fait de rester indépendant pour vous, c'est aussi une solution? Autrement dit, est-ce que vous êtes plutôt un syndicat, entre guillemets, de patrons, comme on dit, ou un syndicat de salariés, ou les deux en même temps? Parce que bon, il y a d'autres professions. Moi, je suis plus dans une carrière dans la métallurgie, mais l'UMM, où on a ces discussions aussi de clients-fournisseurs, d'essayer d'améliorer les conditions de travail de tout le monde, de mieux rémunérer les sous-traitants. Hein. C'est un peu comme ça aussi qu'on peut voir les choses. Donc voilà, quel est votre point de vue par rapport à cette philosophie-là? Quand on regarde également alors, au départ, tout ça, on a la commission Attali, donc, qui visait un petit peu à développer les activités, notamment dans le transport. Et on voit par les chiffres, donc notamment les indices de chiffre d'affaires pour la catégorie transport de voyageurs par taxi, que le résultat est au rendez-vous. C'est-à-dire qu'il y a eu une multiplication par 2,5 ou 3 du chiffre d'affaires, de l'indice de chiffre d'affaires dans ces activités-là. Et donc là, maintenant, je me mets par rapport à la position du client. Vous l'avez cité tout à l'heure, vous, sur des menus, par exemple, à 16 € versus 6. Voilà. Est-ce que sans ces statuts qu'il faut peut-être corriger, est-ce que les clients seraient venus? Est-ce qu'on aurait un développement d'activité, donc une croissance? Ça, c'est la question qu'on peut se poser aussi et que je vous pose de ce fait. Et du coup, pensez-vous que le choix du statut soit aussi guidé par le prix qui est prêt à mettre le client finalement, quoi, hein, quelle que soit la prestation, que ce soit du transport? Vous avez parlé là de communication, de repas, voilà, tout ce qui est touché par tout ça. Voilà un petit peu les questions que je voulais vous poser par rapport à ces sujets-là. Je vous remercie. Merci pour les questions. Je vais commencer par la dernière, si vous le permettez, parce que je pense qu'en effet, elle porte en elle tout le sujet. Lorsque vous achetez du café, vous avez le choix entre un café marque distributeur, un café avec un acteur américain ou un café éco-responsable, voilà. Et donc, vous faites, en tant que consommateur, un choix de prix, mais pas seulement, aussi de société. Moi, je vais vous donner un exemple. Il se trouve qu'il y a quelque temps, j'ai participé à une conférence à Sciences Po avec les étudiants de Sciences Po sur la question des livreurs à vélo. Et j'étais avec d'autres représentants de syndicats et donc les étudiants... de façon, je dirais presque naturelle, ont commencé par dire que ce modèle de société, c'était pas bien, que c'était... J'aurais posé une simple question. Qui, parmi vous, utilise les plateformes
de livraison de repas à domicile. Je n'ai pas fait le compte, mais je peux vous dire que majoritairement, ils utilisaient les plateformes. Et donc, la question pour nous, ce n'est pas de transformer la société, c'est de faire en sorte que les acteurs économiques dans la société, et notamment ces travailleurs indépendants, puissent avoir leur place à la fois sur le modèle et à la fois en termes de rémunération. Donc il ne s'agit pas pour nous d'opérer des choix de société. Nous n'avons pas les moyens d'imposer aux utilisateurs, aux usagers, les choix qu'ils font. Mais ce choix, c'est exactement le même. Lorsque vous êtes le dimanche soir sur votre canapé et que vous commandez un bien de consommation via votre smartphone, je pense que lorsque vous le commandez, ça passe souvent par Amazon et pourtant vous pouvez avoir un avis sur les conditions de travail à Amazon, mais n'empêche que vous allez quand même utiliser Amazon. Bref, nous, notre objectif n'est pas de changer cette société, c'est de donner les éléments qui permettent de comprendre à l'usager et aux travailleurs de pouvoir en vivre. Et donc la première question que l'indépendant peut se poser, c'est lorsque je fais ce choix d'être indépendant, est-ce que c'est un vrai choix? C'est en effet une bonne question. Quand vous êtes VTC, vous connaissez le milieu, enfin, vous créez votre activité, c'est un vrai métier. Et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que vous êtes indépendant intermédiaire, livreur à vélo, et est-ce que ça, c'est un vrai métier? Ou est-ce que c'est un job complémentaire par rapport au job que vous avez déjà? Les chiffres de l'IGAS tendent à démontrer qu'on est plutôt dans le deuxième cas. Lorsque vous créez votre activité de VTC ou autre, eh bien vous avez conscience que vous êtes indépendant, etc. Est-ce que l'information sur les droits de l'indépendant, sur les risques en termes, et c'est le sujet d'ailleurs, sur les cotisations retraite, enfin, on va avoir un big bang avec les questions de retraite dans les années à venir, avec une vraie question sur les indépendants et sur les cotisations et sur le risque derrière social. C'est un autre sujet, c'est un autre débat. Je laisse les sénateurs pour l'instant s'en occuper. Voilà. Mais l'autre élément important, c'est que, et j'en parlais tout à l'heure, c'est que lorsque vous êtes indépendant, vous régissez votre activité au regard de contrat commercial. Or, en vrai, le contrat commercial passe après les conditions générales d'utilisateur. Et c'est ça le vrai sujet. C'est que le contrat commercial n'est plus le contrat qui régit l'activité de l'indépendant, mais c'est bien les conditions générales d'utilisateur qui régissent cette activité. Et ces conditions générales d'utilisateur, elles peuvent évoluer à tout moment, sans négociation. Après, vous avez le choix de les refuser, ces CGU. Mais à ce moment-là, vous n'avez plus accès à la plateforme. Et donc, vous voyez bien que la question du contrat commercial est importante. Ensuite, nous concernant, est-ce que nous sommes un syndicat de travailleurs, de patrons, etc. Honnêtement, on ne s'est pas posé la question. À l'époque où on a lancé l'expérimentation Union, au sein de certaines fédérations de la CFDT, la question c'était de se dire, voilà, on a dans le domaine du graphisme, du conseil, des services à la personne, etc., des personnes qui sont en train de glisser vers un statut d'indépendant et qui n'ont personne pour les représenter parce que ce sont des travailleurs isolés au même titre que des salariés isolés. Et donc nous, notre volonté a été de nous tourner vers eux avec les outils dont ils avaient besoin et les outils auxquels ils étaient habitués, c'est-à-dire d'abord les plateformes, enfin l'outil digital, etc. Et donc, nous avons créé cette association avec évidemment la CFDT, mais aussi avec d'autres organismes. Je pense notamment à l'Union des auto-entrepreneurs, qui est membre historique aussi de Union Indépendant. Et donc, l'idée a été de réunir les compétences des uns et des autres pour porter la voix de ces travailleurs qui sont des travailleurs isolés,
malmenée pour un certain nombre, ou bien des travailleurs qui gagnent très bien leur vie, parce qu'il y en a aussi au sein de nos adhérents, je vous assure, alors pas au sein des VTC et encore moins des livreurs, mais qui ont des vrais problèmes sur les conditions comment dire, qui régissent leur activité, et notamment sur tout ce qui est en lien avec comment dire, les droits, par exemple, de la création, etc. Enfin, voilà, voilà, merci. Et donc, voilà, c'est tous ces sujets-là que nous traitons. Oui, excusez-moi, l'audition arrive à sa fin. Je pense qu'on peut avoir aussi d'autres questions qu'on vous transmettra par écrit. Moi, je trouve ça très intéressant, mais de voir comment, sur certaines activités, la question du statut d'indépendant, quelles sont les conditions pour le respecter. Mais je pense qu'on est vraiment, par le début du développement de l'ubérisation, dans une nouvelle étape de la logique capitaliste qui vise à se passer du code du travail, et par le biais d'une logique low cost ou de l'économie de la flemme, et d'une nouvelle étape aussi du surconsumérisme de services, et bien conduit en fait à un suicide social collectif. Parce qu'on se retrouve avec des plateformes qui remettent en cause le code du travail en revenant sur plus d'un siècle de lutte du mouvement ouvrier, remise en cause du système de protection sociale et des acquis de 45, et remise en cause de l'intérêt général et de l'état de droit par la remise en cause aussi de la question fiscale, par l'évasion fiscale. Donc on est quand même dans une situation où je trouve que le terme disruptif est totalement à côté de la plaque, tellement c'est vraiment une attaque historique sans précédent. Néanmoins, je pense qu'il est intéressant de voir tous les aspects du développement qu'il y a pu avoir du statut d'indépendant dans notre monde du travail, parce que les chiffres aujourd'hui montrent qu'une grande partie des créations de micro-entreprises et de statuts indépendants sont quand même en grande partie des livreurs et des VTC. Donc on va avoir accès aux derniers chiffres, mais pour l'instant c'est quand même ça les données, que parmi ces auto-entrepreneurs concernant les livreurs, comme vous le dites, les chiffres sont assez édifiants. On a, je crois, plus d'un tiers, nous disait la Maison des livreurs qui fréquentent la Maison des livreurs, qui sont domiciliés, par exemple, dans des centres d'hébergement, dans des foyers d'urgence. Donc on est là sur vraiment la précarité de la précarité. Pour autant, quand le développement du statut indépendant et des plateformes d'intermédiation se développe dans d'autres secteurs, y compris hautement diplômés, parfois on peut être sur des situations vraiment de négociation commerciale d'un service, et d'autres fois on se retrouve avec une situation où, y compris sur des travailleurs diplômés, eh bien, c'est une façon pour l'employeur de ne pas avoir assumé un contrat d'embauche et tout ce qui va avec. Et donc de ne pas avoir assumé toutes les responsabilités d'employeur. Mais je pense qu'on pourra peut-être vous poser par écrit, parce que moi j'aimerais bien savoir, justement, en vous donnant des exemples concrets, ou peut-être en avez-vous, par exemple, sur la question des agents de nettoyage. Est-ce que quelle est la différence entre une femme de ménage qui travaille dans le cadre d'un CESU, par exemple, et une femme de ménage qui se retrouve à devoir créer son statut d'auto-entrepreneur avec tout le comptage, se disant du développement de l'entrepreneuriat. Est-ce qu'une femme de ménage, quand elle se crée son statut d'auto-entrepreneur parce qu'elle n'a pas le choix, parce que la plateforme lui permet de pouvoir travailler, est-ce que vraiment elle crée de la micro-entreprise? Et est-ce qu'on n'est pas sur quelque chose de honteux? Et concrètement, elle, ce qu'elle y perd. Et par contre, comment faire évoluer le statut d'indépendant dans certains domaines pour que le système de protection sociale qui va avec soit aussi respectable. Mais sans doute aurons-nous pas mal de questions à vous poser par écrit, mais surtout sur comment ça se développe dans d'autres secteurs. Avec plaisir, évidemment, pour répondre à toutes ces questions complémentaires. Je pense que pour nous, l'objectif en fait, de ce matin, c'était de montrer que la question du statut d'indépendant, d'auto-entrepreneur, et la question on va le dire clairement, de la misère sociale ne sont pas forcément liées.
En revanche, il est vrai, et on partage tout à fait vos propos, Madame la rapporteure, il est vrai qu'il y a une utilisation du statut d'indépendant par un certain nombre d'acteurs économiques qui jouent sur la misère humaine et qui fait en sorte que les personnes qui sont déjà dans des situations de fragilité sociale se retrouvent dans des situations de fragilité sociale, financière, et demain, parce qu'une faible cotisation, etc., se retrouveront dans des situations de grande pauvreté. Ce n'est pas, et je pense que c'est important qu'on insiste là-dessus, ce n'est pas le cas de tous les indépendants, ce n'est pas le cas de tous les auto-entrepreneurs. Et je pense que c'est important de bien regarder ces différences-là, parce que en regardant ces différences-là, ça permettra aussi aux législateurs de nous aider, nous, dans le fait que nous souhaitons qu'il y ait une vraie reconnaissance de l'utilisation de cette misère humaine aussi. Et donc, il faut qu'on fasse très attention entre le glissement de certaines professions vers un statut qui fait en sorte, en gros, qui permet de se dédouaner sur le cadre social du contrat de travail, qui permet finalement à ceux qui le font de gagner beaucoup plus d'argent, pas aux travailleurs, hein, à ceux qui sont derrière. Donc il y a ce glissement-là qui est extrêmement important. Il y a aussi tous ces indépendants qui ont fait le choix de ce statut-là pour des raisons financières, pour des raisons d'organisation de travail, pour des raisons d'épanouissement personnel. Et toutes ces personnes-là, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, et donc avec plaisir pour préciser tout un tas d'éléments et de professions qui sont visées. Oui, juste parce que Madame la rapporteure a repris la parole, mais je voulais rebondir sur votre réponse tout à l'heure. Effectivement, les employeurs ont de nombreuses responsabilités, notamment de respecter la loi, bien entendu. La première responsabilité de l'employeur, c'est également quand même de créer de l'activité pour arriver à payer ses salariés. Voilà, c'est pas facile tous les jours, et donc je pense qu'il faut le rappeler. La question que je vous posais tout à l'heure, sur laquelle je pense que vous n'avez pas complètement répondu, c'est est-ce que vous considérez que sans ces statuts, donc on a parlé du développement du chiffre d'affaires des transports de voyageurs par taxi, est-ce que vous considérez que sans ces nouveaux statuts issus de la commission Attali, l'activité économique de ce secteur notamment se serait développée? Oui, excusez-nous, oui, en effet. Je pense que sans ce statut, peut-être que l'activité ne se serait pas développée à ce niveau-là. Pourquoi ? Parce que, alors, ce qui est compliqué dans la situation dans laquelle nous sommes, c'est que, monsieur le député, les statuts ont été créés avant les plateformes. Donc c'est très compliqué, en fait. Le statut de VTC a été créé avant l'arrivée des plateformes. Donc c'est un peu compliqué de dissocier les deux, parce que les deux se sont complétés. Quoi qu'il en soit, il suffit d'observer l'évolution des usages. Il me semble, mais nous n'avons pas cette capacité de pouvoir avoir tous les éléments, et je pense que l'administration doit être en capacité de pouvoir le montrer ou pas, mais il me semble en tout cas que les usages se sont développés, ont été modifiés, et que le recours au VTC, en tout cas au transport de personnes en voiture, se sont développés via les applications et le statut. Alors, le statut a permis d'ouvrir à un certain nombre de travailleurs la possibilité de pouvoir travailler dans ce champ professionnel, et les applications ont permis, je dirais, peut-être plus de le démocratiser, peut-être. Maintenant, la question... Il y a deux questions. Il y a la question de l'évolution de l'usage, qui, à mon avis, il suffit de regarder autour de soi pour constater que l'usage a évidemment augmenté. L'autre question, c'est la question de la capacité du professionnel à pouvoir se constituer sa clientèle et à pouvoir jouer sur les tarifs. D'ailleurs, vous avez moins de clients de VTC
lorsque les tarifs de l'application augmentent parce qu'il y a moins de chauffeurs ou il y a plus de demandes, etc. Donc le nombre de demandes baisse, mais le rendement, je dirais, lui, augmente puisque le tarif est plus élevé. Cela étant dit, une fois de plus, ce ne sont pas les professionnels qui ont la main sur ces tarifs, ce sont bien les applications via, non pas le contrat commercial, mais via les CGU. Et c'est un des sujets qui, à mon avis, fait que la question du statut a légèrement évolué et digressé, c'est-à-dire que entre ce qu'avait imaginé M. Attali, entre ce qui a été fait par rapport au statut et aujourd'hui, c'est que la question des CGU est venue impacter fortement le statut du travailleur. Et ça, c'est fondamental. Et je partage tout à fait, en effet, que l'employeur doit générer du chiffre d'affaires pour payer des salaires. Mais c'est d'ailleurs pour ça aussi que les salariés réclament plus de participation auprès de leurs employeurs, puisque nous sommes dans un raisonnement de partage de la richesse d'un point de vue général. Et d'ailleurs, c'est exactement la même chose avec les plateformes d'intermédiation. Nous sommes là aussi sur un partage de richesse parce que c'est bien grâce à ces indépendants-là qu'il y a une richesse qui est créée à travers la data. Donc nous sommes d'accord. Bon, écoutez, on va suspendre ici pour un quart d'heure avant la prochaine audition de 11h. Merci beaucoup à vous, messieurs, d'être venus. Je pense que c'était effectivement très utile qu'on puisse approfondir. Et comme l'a suggéré Madame la rapporteure, n'hésitez pas, on avait déjà dit la semaine dernière, à continuer à nous alimenter, à nous envoyer vos réflexions et des documents complémentaires sur cette question. Mais je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.